Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne Soigne ton art. Alors aujourd'hui, nous allons, dans notre série de portraits, non pas parler d'un artiste, mais plutôt d'un grand psychologue, Lev Semyonovitch Vygotsky, à savoir Lev Vygotsky, né en 1896, décédé en 1934, donc psychologue biélorusse, dont l'œuvre, qui n'a en fait jamais été reconnue en Occident, enfin, ou du moins, a été reconnue que très tardivement, qu'à partir des années 60, est devenue aujourd'hui une véritable référence, notamment dans la compréhension du développement de l'enfant. Mais ce qui est très intéressant en fait avec Vygotsky, c'est qu'il a également apporté une contribution majeure à la question de la psychologie de l'art et de l'acte de créer, raison en fait pour laquelle nous avons décidé de faire cette vidéo. Alors au sommaire, en premier, une étoile filante dans le champ de la psychologie. Ensuite, naissance de la psychologie de l'art. Ensuite, le fond et la forme dans l'expression créatrice artistique. Puis l'art en tant que résolution sociale de l'inconscient. Enfin, nous terminerons par l'art, une forme d'activité thérapeutique autant pour le créateur que pour le récepteur. Alors, ce qu'on peut dire en tout premier lieu pour démarrer cette vidéo sur Vygotsky, c'est que déjà, il a une vie très courte, il est décédé prématurément à 38 ans de la tuberculose, mais il fait vraiment partie de ces êtres qui ont, en très peu d'années, en fait, très peu d'années de vie, construit une pensée et une œuvre fulgurante et magistrale. En second lieu, ce qu'on peut peut-être dire également, pour introduire notre propos, c'est que pour mieux comprendre l'importance fondamentale de l'œuvre de Vygotsky, considéré comme le fondateur de la psychologie soviétique basée sur la philosophie marxiste, c'est que son génie, en fait, prend sa source dans le fait qu'il était à la fois philosophe, épistémologue et psychologue, et que toutes les questions psychologiques qu'il a abordées étaient en fait à chaque fois analysées du point de vue de leur fondement théorique. Enfin, ce qu'on peut peut-être préciser toujours en introduction, c'est que, alors que son œuvre a été largement sous-estimée, voire étouffée, pendant de très longues années, elle est enfin aujourd'hui considérée comme primordiale dans le champ de la psychologie. Alors, une étoile filante dans le champ de la psychologie. Là, ce qu'on peut déjà dire, c'est qu'il est impossible en fait de mentionner toutes les idées que Lev Vygotsky a inspirées en psychologie et en pédagogie. Tant ça, en fait, sa pensée a été extrêmement féconde et surtout inspirante pour un très grand nombre de chercheurs. En fait, ce qu'on peut dire aussi, c'est que les principes méthodologiques et scientifiques en fait, qu'il a posés sont devenus le fondement de nombreuses investigations, de nombreuses expérimentations, mais aussi orientations de recherche, et que la plupart des concepts scientifiques proposés par Vygotsky a véritablement connu une postérité. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que la psychologie russe, dans laquelle ces idées en fait se sont profondément enracinées, s'appuie sur de nombreux concepts qu'il a imaginés lui-même. Alors on peut citer notamment la question des fonctions psychiques supérieures, des notions d'intériorisation, de signification, de médiation. On peut également dire que parmi les thèmes qu'il a abordés dans ses écrits et ses conférences, on peut mentionner l'esthétique, la question esthétique, la critique littéraire, la création artistique, là on va en parler, également l'épistémologie de la psychologie, le développement psychique de l'enfant, la théorie des émotions, également la fonction de l'apprentissage scolaire pour le développement psychique, et on pourrait en citer encore bien d'autres. Mais en fait, peut-être que pour revenir à l'essentiel de son œuvre, dire que en fait, la contribution la plus importante de Vygotsky est à la psychologie de l'éducation et à la psychologie du développement. Enfin, en dernière instance, on peut préciser qu'il est aussi à l'origine de la théorie historico-culturelle du psychisme qui affirme que le psychisme humain, outre le fait qu'il est influencé par les racines biologiques et héréditaires de l'homme, est avant tout façonné par son insertion au sein d'une société ou d'une culture. Et on va voir que ce point fondamental se retrouve particulièrement dans l'art en général et dans le processus de création en particulier. Alors, naissance de la psychologie de l'art selon Vygotsky. Alors, outre la psychologie,
Vygotsky, en fait, c'est très tôt passionné par l'art. Alors, il a d'abord entrepris des études de médecine, puis des études de droit, mais aussi, il va aussi s'intéresser en fait à la question de l'esthétique et de la critique littéraire. Il va notamment commencer une analyse des mythes littéraires à partir de la tragédie d'Hamlet de Shakespeare, et il va même en faire un manuscrit en 1915 qui va intituler La tragédie d'Hamlet, Prince de Danemark de William Shakespeare. Et en 1916, une année plus tard, en fait, il va reprendre ce travail pour former en fait la base d'une thèse qui nous intéresse particulièrement dans cette vidéo, qui va intituler Psychologie de l'art. C'est le nom de sa thèse, intitulé de sa thèse, qui va voir le jour en 1925, qui va être publié en URSS pour la première fois sous la forme d'un livre qu'en 1965. Et il faudra, c'est quand même assez hallucinant, attendre simplement 2005 pour en avoir une traduction française. Alors, ce qu'on peut préciser aussi, c'est toujours autour donc, de cette thèse qui est devenue un livre donc, de psychologie de l'art, c'est que en fait, Vygotsky va avoir quand il l'écrit, il est enseignant, mais il travaille aussi au conservatoire de Gomel en Biélorussie, la ville où il est né. Il va aussi traiter pendant cette période de l'histoire de l'art et de l'esthétique, et il va également il dirigeait à l'époque le département de théâtre de l'Office d'éducation populaire. Il était aussi proche de certains artistes, hein, je pense notamment au poète Ossip Mandelstam, également du célèbre cinéaste Sergei Eisenstein. Ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'à l'époque, Vygotsky était une figure du constructivisme, qui était donc le constructivisme courant artistique qui est né au moment de la Révolution russe de 1917, qui va devenir l'art officiel de la Révolution, particulièrement sous la houlette de Kazimir Malevich, qui est peintre, sculpteur et théoricien de l'art lui-même. Et en fait, avec cette idée fondamentale, qui va inspirer d'ailleurs les travaux de Vygotsky, à savoir que le constructivisme, l'art de la construction donc, qui va naître en réaction contre l'art ancien et l'art importé, hein, en fait, il va se concentrer sur le constructivisme, sur la composition géométrique rigoureuse, sur une association de formes géométriques simples, beaucoup de cercles, de triangles notamment, pour créer en fait des structures en 3 dimensions. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que, outre le constructivisme, Vygotsky va aussi être influencé dans l'écriture de sa thèse par l'école formaliste, qui est une école de linguistes et de théoriciens de la littérature, qui va développer en fait un courant de critique littéraire en Russie à partir de 1914, et ça jusqu'en 1930. Et là aussi, Vygotsky va être très proche de Boris Eichenbaum, qui est le théoricien de ce courant, de l'école formaliste, et que Vygotsky va s'appuyer sur les travaux de l'école formaliste, particulièrement pour tenter en fait de saisir on va dire, le fonctionnement des mécanismes mentaux dans la création d'un texte littéraire, mais aussi pour essayer de comprendre ce que les formalistes dénomment la littérarité, à savoir ce qui fait d'une œuvre une œuvre littéraire, autrement dit la structure de l'œuvre, les personnages, la structure précise des mots, des phrases, des vers, etc. Alors remis dans ce contexte, hein, la psychologie de l'art de Vygotsky va avoir pour finalité, en fait, l'étude de la psychologie de l'art de manière impersonnelle, et ça c'est très très intéressant, c'est-à-dire en prenant pour base ni l'auteur, ni le spectateur ou le récepteur, mais l'œuvre d'art en tant que telle, l'œuvre d'art elle-même, ceci en fait dans le but de parvenir à des concepts généraux indépendants de l'auteur et du récepteur en fait de l'œuvre artistique. Et que, pour ce faire en fait, Vygotsky va se servir de la méthode analytique objective qui consiste à examiner uniquement l'œuvre d'art, laquelle constitue, selon Vygotsky, la seule preuve matérielle du phénomène à étudier. Donc là, on voit bien qu'on est aussi dans une approche phénoménologique. Alors, voyons maintenant brièvement les différentes analyses critiques de Vygotsky qui définissent sa psychologie de l'art. Et on va voir, en premier lieu, le fond et la forme dans l'expression créatrice artistique. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que, donc, à partir d'œuvres, d'études, en fait, portant sur différentes œuvres littéraires, dont sa monographie
de Hamlet de Shakespeare écrite en 1915, mais aussi à partir d'analyses de fables, notamment d'Ivan Krylov, qui était écrivain fabuliste russe très populaire au XIXe siècle, également à partir de nouvelles d'Ivan Bounine, écrivain russe prix Nobel de littérature en 1933, considéré comme l'un des plus grands prosateurs du XXe siècle. En fait, Vygotsky va mettre à jour les processus qui entrent en ligne de compte dans la production et la réception des œuvres. Mais selon lui, en fait, ce qui est très intéressant, c'est que l'art n'est pas seulement le produit d'une procédure cognitive, mais que l'aspect le plus important de l'art réside dans les processus de sa création et de son utilisation. Et que, selon Vygotsky, ces processus prennent leur source aussi bien, en fait, dans la psychanalyse, la psychologie, l'histoire, la sociologie ou encore l'esthétique. Et Vygotsky montre notamment comment distinguer ce qu'il appelle la réaction esthétique, même sous sa forme la plus élémentaire, de la réaction ordinaire déclenchée par la perception d'un goût, d'une odeur ou d'une couleur agréable. Et selon lui, cette fameuse réaction esthétique, elle prend ses fondements dans le fait qu'une œuvre d'art est à concevoir comme un outil, ou plus exactement comme un système, on pourrait dire plutôt, de stimuli organisés dans le but conscient et délibéré de susciter une réaction esthétique. Donc une réaction fondamentalement émotionnelle, esthétique et esthésique, les sensations. Alors, afin de comprendre et d'analyser le processus de création, Vygotsky, en fait, va s'appuyer sur plusieurs disciplines et surtout démontrer comment, en fait, chaque discipline a ses propres limites pour expliquer les phénomènes de création artistique. Et pour Vygotsky, en fait, l'approche intellectuelle qui privilégie le contenu ou le message de l'œuvre et l'approche formelle qui met en avant la forme et les procédés du créateur, ça c'est l'approche de l'école formaliste, ne peuvent expliquer séparément et à elles seules le processus de création. Et en fait, si Vygotsky reconnaît l'importance de la forme, en expliquant que toute œuvre d'art doit provoquer un état, ou plutôt un effet d'étrangeté, grâce à son apparence particulière et hors de l'ordinaire, il considère en fait que le formalisme est trop réducteur, et en fait Vygotsky soutient que c'est à la fois la forme et le contenu qui jouent un rôle important dans la compréhension artistique. Plus précisément encore, selon Vygotsky, je le cite, la forme est ce qui importe un lien à la perception de l'objet et à l'impact émotif qu'il doit susciter. Mais pour vraiment comprendre le sens de l'œuvre, il faut mettre de côté le plaisir esthétique et appréhender le contenu. Alors il y a aussi, selon Vygotsky, la question des émotions. Et là, il va postuler que les émotions jouent évidemment un rôle énorme dans la création artistique. En d'autres termes, selon lui, la pensée rationnelle pour expliquer le processus de création ne suffit pas. Et qu'en ce sens, la pensée rationnelle doit être combinée avec le sentiment. Et il écrit à ce sujet, je le cite, « L'art est un travail de la pensée, mais d'une pensée émotionnelle toute particulière. » Alors voyons maintenant l'art en tant que résolution sociale de l'inconscient selon Vygotsky. Alors dans sa psychologie de l'art, Vygotsky propose également une réflexion concernant l'art, mais du point de vue de la psychanalyse. Et il reconnaît l'existence d'une dimension incompréhensible et inexplicable de l'art, mais Vygotsky n'accepte pas, en fait, de concevoir l'art comme une activité purement inconsciente. Et il affirme ainsi, et je le cite, « L'art en tant qu'inconscient est seulement un problème. L'art en tant que résolution sociale de l'inconscient, voilà la réponse la plus vraisemblable. » Ce qui est vraiment très très bien vu. Et en fait, d'après Vygotsky, dans toute œuvre d'art, nous pouvons distinguer des apports personnels et des apports socio-culturels et historiques résultant de longues traditions. Plus spécifiquement, il écrit, et là je vais encore le citer, « On pourrait mettre au compte de la création personnelle de l'artiste que le choix de tel ou tel élément, leur combinaison, la modification dans certaines limites de modèles établis, la transposition d'éléments traditionnels dans d'autres systèmes, etc. Mais tout le reste ne vient pas de l'individu isolé, mais d'une combinaison de ressources contextuelles. » Autrement dit, le contexte socio-culturel, selon Vygotsky, et à raison, joue un rôle important, très important dans la création artistique, en particulier en fait dans la détermination de la forme.
Cependant, ce qu'il faut préciser, c'est que Vygotsky ne voit pas le social seulement comme cause, mais aussi comme conséquence, à savoir que les réactions face aux œuvres d'art sont également socialement conditionnées. Ce qui signifie ainsi que, selon Vygotsky, qu'une personne a précisément ces goûts-là et pas d'autres goûts à cause des conditions sociales et culturelles dans lesquelles la personne vit. Alors voyons maintenant l'art, une forme d'activité thérapeutique autant pour le créateur que pour le récepteur. Alors ce qu'on peut dire, c'est qu'à partir de sa méthode analytique objective, qui consiste à étudier la psychologie pure et impersonnelle de l'art, indépendamment de l'auteur, du créateur et du récepteur, en ne considérant donc que la forme et le matériau de l'art, Vygotsky en fait postule que l'œuvre d'art suscite, à côté des effets conscients, des effets inconscients de plus forte intensité et souvent de signes opposés. En d'autres termes, selon lui, les représentations artistiques sont autant le résultat d'associations conscientes que d'associations de complexes inconscients. Ce qui signifie, pour Vygotsky, que l'art est donc une forme d'activité thérapeutique aussi bien pour le créateur, pour l'émetteur, que pour le récepteur, celui qui reçoit, et qu'il est donc en cela un excellent moyen de résoudre les conflits inconscients. Enfin, ce qu'on peut préciser, en dernière analyse, à partir des travaux de la conception freudienne d'une énergétique liée au phénomène psychique, Vygotsky estime que l'œuvre d'art, en fait, opère une décharge ou une catharsis, conséquence de ce qu'il appelle un court-circuit entre deux affects contraires qui se détruisent mutuellement, ce qui constitue l'effet thérapeutique même de l'art. Selon lui, en fait, cette catharsis s'obtient à partir du désaccord entre la forme et le contenu, et il définit en fait le processus artistique comme le dépassement du contenu par la forme. Voilà donc résumé, on va dire, cette contribution qui est vraiment, selon moi, une contribution majeure de Lev Vygotsky, donc figure majeure de la psychologie au sujet de l'art, du processus de création et de l'acte de créer. Il faut voir, ce qu'on peut voir, c'est que plus d'un siècle plus tard, on se rend compte que ces analyses sont toujours aussi opérantes, notamment dans les champs des thérapies par l'art. Alors, à lire au sujet de Vygotsky. Alors, de lui-même, donc de Lev Semyonovitch Vygotsky, alors liste non exhaustive. En premier, il y a Conscience, inconscient, émotion, publié en 2003. Psychologie de l'art, dont je vous ai beaucoup parlé là au cours de la vidéo, publié en 2005. Leçons de psychologie, publié en 2011. Pensée et langage, publié en 2012. Histoire du développement des fonctions psychiques supérieures, publié en 2014. Alors, au sujet de Lev Vygotsky et de son œuvre, Lev Vygotsky, pédagogue et penseur de notre temps, de Gérard Vergniaud, publié en 2000. De Yves Clos, ouvrage collectif sous la direction de Yves Clos, avec Vygotsky, publié en 2002. Encore ouvrage collectif sous la direction de Yves Clos, Vygotsky maintenant, publié en 2012. Voilà. Alors, si vous souhaitez réagir en attendant la prochaine vidéo ou me contacter au sujet de celle-ci, toutes les coordonnées sont dans la description de la chaîne. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et surtout à cliquer sur la cloche pour être prévenu des prochaines sorties. Sinon, d'ici là, portez-vous surtout le mieux possible et surtout, n'oubliez pas de soigner votre art. Bye bye, à bientôt.